j'entends dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est professionnel? Alors moi donc je m'appelle Julien Carbonnet, je suis né et j'ai grandi à Perpignan dans le sud de la France où bon, je suis d'abord parti quelques temps pour faire des études de psychologie et puis une fois mon master de psycho, je suis rentré à Perpignan pour travailler dans une boîte de promotion immobilière. Et là, en fait, assez rapidement, puisque j'ai été donc intéressé par les sciences humaines, j'ai été bien sûr intéressé par tous les sujets, on va dire, des sciences urbaines, les sciences sociales autour de la ville, etc., la fabrique de la ville, comment, voilà, quels impacts sociologiques, etc. Et j'ai aussi été, je pense que c'est un effet générationnel, mais j'ai aussi été séduit par le potentiel d'Internet pour fabriquer la ville un peu différemment, pour moderniser les activités de promotion immobilière et l'implication donc citoyenne dans les projets urbains. Ça, c'est quelque chose que j'ai voulu faire assez tôt parce que ça me paraissait être un bon moyen finalement de co-dessiner les programmes immobiliers avec les voisins et donc potentiellement les futurs habitants des programmes immobiliers. Donc voilà, j'ai bossé sur ce sujet-là depuis différentes perspectives, à la fois dans des associations loi 1901, également auprès d'un think tank pour le futur de Perpignan. Donc on a créé ça à quelques-uns il y a quelques années. Et puis ensuite, j'ai commencé donc à m'intéresser à l'innovation, on va dire, digitale, à chercher des business models en fait pour pouvoir soutenir ce genre de projet. Et alors, c'est là où j'ai pris le virage start-up, je dirais 2015, quoi, 2015-2016. Et à ce moment-là, effectivement, voilà, j'ai commencé là à m'éloigner un petit peu de Perpignan, qui était un très bon laboratoire où j'ai pu tester plein de trucs assez facilement, parce que c'est une petite ville, donc dès qu'on a envie de faire des choses, ben, on peut ouvrir les portes assez facilement. Mais après, une fois qu'on veut passer à l'échelle supérieure, à faire des projets plus gros, etc., ben, il nous faut bien sûr des plus grosses villes. Donc j'ai commencé par passer un petit moment à Paris. Et puis finalement, depuis Paris, je me suis rendu compte que euh, la meilleure opportunité qui s'offrait à moi, c'était de commencer finalement à voyager. Donc j'ai utilisé Paris comme un tremplin vers le monde, quoi, en fait. Et donc j'ai rejoint ce laboratoire de recherche en urbanisme qui est à l'université de Cergy-Paris, anciennement Cergy-Pontoise. Et donc j'ai démarré effectivement ma thèse de doctorat sur mon sujet, là, la participation citoyenne à la Smart City. Et puis donc j'ai collecté de l'information. Alors je mène une étude culturelle croisée, c'est-à-dire que j'ai choisi trois études de cas, une en Asie, une au Moyen-Orient et une dans l'Europe baltique de l'Est. Et donc effectivement, ces trois pays, que sont Taïwan, l'Israël et l'Estonie, j'y suis allé pour collecter de l'information, pour vivre sur place et puis pour produire des analyses croisées sur ma question de recherche, qui est comment est-ce qu'Internet transforme la citoyenneté, la démocratie et la prise de décision. Voilà. Et j'en suis là, donc ma thèse est finie. Je suis censé défendre à Paris, je pense là, à la rentrée. Mais voilà, je commence déjà à bosser sur l'exploitation des modèles d'analyse de données que j'ai construits au long de ma thèse. Et donc voilà, là en ce moment je bosse plutôt sur la commercialisation de mon prototype, d'un prototype d'appli, c'est-à-dire toutes ces, voilà, on rentrera peut-être dans le détail après, mais donc toutes ces analyses de données qui ont été construites, j'utilise du machine learning, donc des petites intelligences artificielles, et des modèles à base d'agents qui sont des intelligences artificielles distribuées pour observer les systèmes complexes en interaction. Et alors ça, typiquement, voilà, aujourd'hui constitue un prototype d'application que je commence à faire connaître pour l'appliquer sur d'autres études de cas, pour au fur et à mesure pouvoir en fait le publier en ligne de sorte à ce que des développeurs urbains ou des porteurs de projets d'innovation urbaine puissent
utiliser mes outils d'analyse autour de leur ville, autour de leur projet urbain pour saisir la volonté citoyenne, la tendance, enfin voilà, c'est comprendre un peu mieux leur population, leur future population d'usagers. Voilà. D'accord. J'ai lu l'extrait que vous m'avez envoyé, donc j'ai vu un Ah peu oui, les préfaces de chaque chapitre. d'accord. Bien. Donc, j'ai lu et ça a l'air vraiment pas mal, donc ça peut être beaucoup de travail. J'ai bien bossé, ouais, mais ça me fait plaisir maintenant que vous puissiez l'apprécier. Voilà. Donc, d'accord, bah, merci pour ces informations. Donc, je pense que je vais vous poser dans un premier temps des questions assez générales sur les smart cities. Oui. Donc, selon vous, comment vous définiriez une smart city? Bon, quand on regarde un petit peu la définition de la Smart City, il y a deux périodes. C'est-à-dire que Smart City, c'est un mot qu'on a commencé à entendre dans les années 90. C'est IBM qui a commencé avec ça, et puis ensuite le relais a été pris par pas mal à peu près toutes les grosses compagnies d'IT, d'ordinateurs, etc. Et donc à ce moment-là, il était surtout question de capteurs sur les infrastructures et de créer des infrastructures intelligentes qui permettraient de piloter une ville à partir d'un tableau de bord, comme on pilote un ordinateur, un bureau d'ordinateur. Voilà. Mais depuis 2015, donc, bon, effectivement, le concept de la Smart City a séduit beaucoup de monde dans les années 2000 et à la fois des pays développés et des pays en développement ou moins développés. Et donc en fait, et puis aussi on a eu les premiers retours d'expérience à la fin des années 2000, donc des personnes qui avaient déployé des gros investissements de capteurs sur les infrastructures. Et en fait on s'est rendu compte que ce qui fait la Smart City ou la ville plus intelligente, on va dire, c'est typiquement de, d'améliorer la qualité de vie de son habitant en dépensant moins de ressources, à la fois financières et naturelles. Et donc effectivement, on a une redéfinition de la Smart City qui arrive en 2015 et qui est beaucoup plus orientée sur le paradigme euh, qualité de vie du citoyen et voilà, écologie en fait, et respect de l'environnement. Voilà. Donc ça c'est la définition qui tient aujourd'hui, je pense, voilà, qui fait D'accord. consensus. Ouais. Et du coup, pour vous, est-ce qu'on peut établir un modèle général qui tient à d'autres villes? Alors, si j'ai bien compris votre question, parce que c'est un peu coupé, il me semble que les gros modèles comme ça, globaux, servent essentiellement d'outils marketing. Donc c'est bien pour attirer le marché vers soi, c'est-à-dire on a besoin de communiquer. Quand on communique à l'échelle globale, ben, les acteurs de la communication vont communiquer par un discours cohérent, c'est-à-dire que il y a une espèce de voilà d'effet de communication, de marketing qui fait consensus sur la Smart City, c'est ça. Ensuite, typiquement, et c'est pour ça que j'ai mené ces recherches sur le terrain, typiquement, chaque ville adapte localement ses dynamiques globales à ses propres besoins. Et donc, partout dans le monde, on voit des smart cities qui choisissent des stratégies très différentes, qui prennent des chemins très différents les uns des autres. Globalement, la smart city, c'est un enjeu holistique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui englobe les, les dynamiques, les problématiques d'une ville, toutes les transversales. Et en fait, pour avancer, il faut quand même choisir une direction, donc il faut prioriser les actions. Et donc la plupart des villes, en fonction de leurs ressources disponibles, qu'elles aient des ressources naturelles, qu'elles aient des ressources humaines à disposition, qu'elles aient peut-être en fonction des compétences en fait, c'est-à-dire s'ils ont une bonne école d'ingénieur, si au contraire ils ont plutôt un bon tissu agricole ou de recherche en agrotechnologie. Donc en fonction à la fois des ressources disponibles mais aussi en fonction des besoins du moment de la population et des enjeux géopolitiques,
alors chaque ville va choisir une stratégie pour 10 ans, peut-être plus, et va s'y tenir. Donc elle prend une direction qui fait que je dirais il y a beaucoup de modèles différents de Smart City qui émergent un peu partout dans le monde. Voilà. On ne peut pas dire qu'il existe un modèle de la Smart City aujourd'hui, c'est pas vrai. Voilà. Et tant mieux. Donc plutôt un modèle qui va s'adapter plutôt aux besoins de chaque ville. Voilà, on a une espèce de tête de gondole comme ça qui parle, mais qui reste assez flou quand même. Mais c'est un modèle futuriste voilà, dans lequel tout le monde peut se projeter. Et puis ensuite, pour arriver à cette projection, ben, chacun choisit son chemin, quoi, globalement. D'accord. Et pour vous, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a, on va dire, des vrais smart cities, qu'il y a des modèles sur lesquels on s'appuie aujourd'hui, de villes, qu'on peut dire que sont des smart cities? Oui, typiquement, je pense qu'il y a plusieurs villes qui font vraiment référence dans le milieu de la Smart City. Bon, Singapour, bien sûr, c'est la superstar des Smart City, euh, à la version asiatique, en fait, c'est-à-dire que bah, d'une part, ils ont beaucoup d'argent, et puis ensuite, ils ont vraiment investi dans la technologie et dans l'architecture contemporaine. Donc ça donne typiquement un modèle de la Smart City qui est vraiment identifié, identifiable, auquel on peut se référer. On a aussi une Smart City qui a fait de gros avancements ces dernières années dans les Émirats. C'est la ville je ne veux pas vous dire de bêtises, alors c'est une ville qui a été construite à partir de zéro dans le désert, qui est Oui, je vois ouais, tout à pleine d'automatisation, de robots, etc. Et alors le projet est réel, c'est-à-dire que le roi d'Arabie Saoudite il a construit un palais là-bas, il y habite. Donc typiquement, là on est sur un modèle de Smart City qui est différent de celui de Singapour, mais qui lui aussi est un modèle auquel on peut s'accrocher pour regarder à quoi pourrait ressembler un exemple des villes du futur. Voilà. Et puis alors en Europe, évidemment, en Europe, on a pas mal de modèles de Smart City aussi. Celle qui est souvent considérée comme la plus avancée, c'est Amsterdam. Alors c'est intéressant quand on discute avec des habitants d'Amsterdam, parce que globalement, ils nous disent non, non, mais bon, les spécialistes de la Smart City ne considèrent pas Amsterdam comme la ville la plus avancée technologiquement des Pays-Bas. En général, ils vont plutôt citer Utrecht, par exemple, qui est une plus petite ville, mais qui a fait pas mal de réformes dans son administration pour euh, numériser tout ça. Non, ce qui permet à Amsterdam d'être généralement très bien placé dans les classements de Smart City, c'est qu'ils ont une très grosse communauté de gens qui sont intéressés, qui bossent sur le sujet, donc à la fois des associations, des citoyens, des entreprises, des startups, des personnes du secteur public. Donc il y a une grosse masse de gens qui va régulièrement aux discussions, aux événements de la communauté Amsterdam Smart City. Et donc toute cette espèce de dynamique en fait locale permet à Amsterdam d'être vraiment sur le devant de la scène. Voilà. Donc voilà, il y en a d'autres comme ça, je pourrais vous citer d'autres villes probablement, mais je pense que j'ai déjà répondu à votre question certainement. Ouais. fait. Du coup, là, je vais vous poser des questions qui concernent un peu plus les technologies qui constituent la Smart City, Oui. donc avec un focus sur la 5G, les AS5. Donc, pour vous, est-ce qu'il y a des technologies qui sont vraiment nécessaires au fonctionnement de la Smart City? Bon, ce qui me paraît évident, pour être honnête quand même avec cette notion de smart, c'est que on ne peut pas considérer Smart City une ville qui n'utilise pas de données informatiques. Parce que c'est ça la définition de la Smart City. Alors ça ne veut pas dire que les villes qui ne sont pas informatisées sont des villes stupides, mais il faut comprendre que ce mot Smart City, c'est le même mot que le smartphone. En fait, à partir du moment où on a mis de l'informatique dans nos téléphones portables, on a créé des smartphones. Et donc, c'est la même chose avec la ville. C'est-à-dire que pour qu'on appelle une ville Smart City, il faut qu'on utilise des ordinateurs pour améliorer le fonctionnement. Et donc, ça, typiquement, la condition sine qua non, c'est l'utilisation de la donnée.
Alors quel que soit le type de données, en fait. Donc moi je dirais pas qu'il y a une technologie en particulier, mais c'est plutôt, c'est plutôt des pans entiers, on va dire, c'est des secteurs d'activité de la société qui, lorsqu'ils commencent à s'informatiser, réorganisent leur façon de travailler en fonction de la donnée qui est collectée ou stockée pour essayer d'améliorer leur processus. Voilà. Et donc ça, typiquement, bah, ça peut se retrouver dans tout type de secteur. Mais je pense que, pour répondre quand même à votre question, je pense que s'il y a bien une technologie qu'il faut pour appeler une smart city, c'est essentiellement les réseaux de communication, voilà, des technologies de l'information. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir communiquer de l'information en quasi instantané d'un point à l'autre de la ville ou d'un service à l'autre pour être appelé smart city. D'accord, d'accord. Dans mes interviews précédentes, j'ai deux, trois professionnels qui, voilà, qui s'opposaient plutôt à l'utilisation de la technologie. Ils disaient voilà, qu'il pouvait avoir des applications smart sans la technologie. Donc pour vous, est-ce que ça fait sens ou dans ce Non, cas-là, on n'est pas trop dans le cas des smart city? non, non, tout à fait. Moi, je pense que ça, ce sont des positions rhétoriques. On a effectivement, dans le modèle de pensée français, c'est très français quand même ce truc-là, ou en tout cas, on crée quand même. Ce concept de Smart City, c'est un concept global. Et la France, souvent, on s'éduque à la pensée critique, c'est typiquement ça le modèle français. Et donc, en fait, on aime bien construire des contre-courants par rapport au courant mondial. Et donc, pour justifier souvent, c'est fait de manière inconsciente, hein, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui décide de ça, mais donc pour justifier certaines positions à contre-courant, on déconstruit des concepts pour les reconstruire à l'inverse. Et je pense que là, typiquement, les personnes à laquelle vous avez discuté, sont très représentatives de cette façon-là de fabriquer de la pensée française, qui nous permet par ailleurs d'avoir une contre-culture solide à l'échelle internationale, c'est-à-dire dans le monde entier, les gens reconnaissent la culture française par les films, la musique, etc. Mais donc typiquement, je pense qu'il n'est pas honnête de considérer qu'une smart city puisse éviter l'utilisation de la technologie. Alors on parle d'une ville, on parle pas d'une smart city. Ça fait aucun sens pour moi. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, toujours pour confronter un peu ce que j'ai déjà eu comme retour, donc on va, pour revenir sur le modèle là, en Corée, Oui, j'ai un professionnel qui me parlait, qui me disait qu'on n'utilisait pas trop le terme de smart city, mais qu'on utilisait plus le terme d'happy city, où on est plus orienté vers le bien-être des habitants, tout en réduisant l'utilisation des technologies. d'accord. Ben, moi, j'ai jamais entendu parler de Abbey City pour l'instant. C'est vrai qu'il y a plein de, on dirait, il y a plein de mots valises comme ça qui viennent constituer l'écosystème de l'innovation urbaine. Je trouve que Smart City, c'est celui qui fait le plus consensus. Euh, et c'est vrai que l'inconvénient aussi, c'est que quand on veut définir plus en détail un mouvement de transformation urbaine, Smart City, ça reste un peu vague. Donc quand on dit par exemple la ville végétale, on comprend de suite de quoi on parle. Quand on dit la, la ville circulaire, là aussi on comprend qu'il s'agit voilà, de créer une dynamique de recyclage entre les ressources etc. Donc voilà, il y a effectivement tout un tas de mots valises qui viennent comme ça créer une identité plus précise sur les transformations urbaines. Voilà, après je ne connais pas celle dont vous me parlez, mais je pense que pour l'instant quand même, la locomotive, c'est ce mot valise qu'est la Smart City, parce qu'il englobe un peu tout. Et donc un peu tout le monde peut s'y raccrocher, et à mon avis ça va rester comme ça pendant longtemps. Je pense que les définitions de niche que l'on peut voir autour du concept de Smart City
vont rester des définitions secondaires en fait. Voilà, à mon avis, la Smart City va quand même rester le mot-clé pour les années à venir, voilà, qui sera utilisé dans le monde. Ouais. D'accord. Et du coup, selon vous, est-ce que les 5G, les technologies comme la 5G et les IoT vont être indispensables pour le développement futur des smart cities ou ce sont des technologies qui, pour l'instant, on peut s'en passer? Alors indispensable, je sais pas. J'ai eu quand même des discussions avec des chercheurs, des développeurs 5G en Éthiopie, pardon, en Estonie notamment. Et bon, il semble quand même que pour eux, le développement de la 5G soit un mouvement pertinent puisqu'il va en fait nous permettre de communiquer plus efficacement à moindre, on va dire à moindre coût de consommation de ressources. Enfin, c'est-à-dire que ça sera plus écologique de communiquer en 5G plutôt que faire ce qu'on fait aujourd'hui en 4G. Et a priori, il n'y a pas de... Enfin, eux, ils n'arrivent pas à trouver, malgré tout ce qu'on peut lire à droite à gauche sur Internet, dans le monde entier. Ce qui est intéressant, c'est que ce scepticisme vis-à-vis de la 5G et un petit peu les vidéos d'eau chaude qui explosent et tout ça, enfin, on voit tout un tas de trucs. En fait, toutes ces choses-là, ce qui est intéressant, c'est de voir, on le retrouve partout dans le monde, c'est-à-dire aux États-Unis, en Europe, en Asie, à Taïwan, il y a eu un gros mouvement aussi anti-5G. Donc, c'est intéressant de voir que dans toutes les démocraties du monde, on a effectivement une partie de la société civile qui met au défi les scientifiques et les secteurs publics quand il s'agit de déployer de nouvelles technologies d'envergure comme la 5G. Je pense que typiquement on a des références dans la pop culture internationale, quoi. On a des références de ce qu'est une société dystopique. Donc on voit des films de science-fiction, on a des bouquins, donc tout le monde parle du Big Brother en disant voilà la société nous écoute, etc. On est plus libre. Il me semble que ça ce sont des références de la culture populaire qui sont intéressantes pour construire la pensée et qui permettent de fabriquer en démocratie des individus qui sont libres, c'est-à-dire qui arrivent à penser par eux-mêmes, à avoir des opinions. Et tout ça est très intéressant en termes culturels et intellectuels. Après, je pense typiquement que nos scientifiques sont des personnes de confiance. Je pense qu'ils sont là pour améliorer la société. Donc je pense qu'il faudrait leur faire confiance sur cette... Je ne vois pas pourquoi ils investiraient des millions, sinon des milliards, dans une 5G pour remplacer une 4G si elle n'était pas mieux, à la fois en termes d'efficacité, donc pour l'utilisateur final, et en plus en termes de consommation, enfin en termes de coût sur le long terme, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Du coup, concernant l'étude que vous avez menée, donc si vous avez choisi trois villes, si je ne me trompe Oui. pas, oui. Est-ce que sur ces trois villes, vous avez des similitudes ou vraiment c'était vraiment des disparités qui étaient bien Alors, voilà. les deux sont vrais, hein. Donc j'ai mené quand on mène une étude, on va dire, de comparaison culturelle ouais, ou culturelle croisée, globalement, ce qu'on cherche à faire, c'est identifier les points de convergence et les points de divergence. Voilà. Et donc, il y a les deux. Il y a des points de convergence, notamment, bon, moi, ce que j'ai vu dans ces trois pays, c'est des similitudes au niveau géopolitique. C'est-à-dire, ce sont des petites démocraties de point de vue démographie, c'est-à-dire que ce sont des petites populations qui se sont construits une démocratie là récemment, en fait, 30 à 50 ans. C'est-à-dire que globalement, voilà, Taïwan a créé sa démocratie en 87, ils ont aboli la loi martiale. L'Estonie en 91 à la chute de l'Union soviétique. Et Israël c'est un peu plus tôt, mais ça a été un peu compliqué puisqu'il y a eu bien sûr la guerre donc, pour l'indépendance.
Et donc il me semble qu'à la fin des années 60, ils ont gagné leur guerre. Mais bon, derrière, en fait, voilà, il y a eu quand même quelques temps de mise en place. Soit, le fait est que ces trois petites démocraties sont adossées à des grosses populations dans leur voisinage direct qui sont plutôt gouvernés par des pays plus autoritaires, ou en tout cas où la liberté d'expression est moindre, amoindrie, et donc ils sont venus renforcer leur démocratie par ces besoins de survie, en fait, à l'échelle géopolitique. Alors bien sûr, Taïwan est encore je dirais, bon, en difficulté vis-à-vis de la Chine. L'indépendance de Taïwan n'est même pas un sujet d'actualité, mais bon, soit ils vivent de fait de manière indépendante et ils essayent de faire valoir leur statut auprès des sociétés internationales. Donc ça c'est une chose, Taïwan, la Chine. L'Estonie est sortie de l'Union soviétique, donc, mais elle continue à avoir quand même des relations tendues avec le voisin russe, quoi, en fait, hein, et notamment les politiques nationalistes de Russie. Euh, et puis Israël, bien sûr, voilà, Israël se trouve niché au milieu de l'union des pays arabes. Donc on a 19 pays arabes qui continuent, pour la plupart d'entre eux, à valider le boycott d'Israël, donc ne reconnaissent pas l'existence d'Israël, ce qui isole Israël finalement au Moyen-Orient, puisque d'un côté ils ont la mer, et tout autour ils ont des voisins qui ne reconnaissent pas leur existence, ou voilà, ou en tout cas n'acceptent pas de faire du commerce avec eux. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, et donc finalement ces trois pays ont été poussés dans le renforcement d'une société où la démocratie est quelque chose de dur. Les habitants sont très attachés à leur liberté parce que ça fait référence à leur histoire, et c'est aussi une condition à leur survie en fait en tant que telle, quoi. Donc voilà, ça c'est le point de vue, je dirais, c'est la convergence géopolitique que moi j'ai vue entre ces trois petits pays. Et puis dans la stratégie de Smart City, ils ont tous développé une smart device, c'est-à-dire, on va dire, c'est une carte, quoi. Ils ont tous développé une carte de résident, et cette carte permet d'accéder à certains services aux citoyens. Alors, ce ne sont pas les mêmes services citoyens, mais c'est vrai que quand on habite un de ces trois pays, on a une carte assez rapidement qui permet d'accéder à certains services publics, au transport, voilà, à communiquer plus efficacement avec le gouvernement. Voilà. Donc ça c'est un point de vue, on va dire, plus technique, technologique, mais qui aussi, enfin, se retrouve, c'est un point commun qui se retrouve dans ces trois villes, quoi. Voilà. En termes de divergence, évidemment, bon ben là, on se raccroche au bagage culturel de chacune des villes. Je dirais que Taïwan est très orienté transport. Ils ont un système de transport qui est incroyable, à la minute près, autant les bus que les métros. Euh, et puis, bon, Israël, leur transport mériterait encore, puisqu'ils ont quand même des petites rues, etc. Donc, soit Israël, Tel Aviv en tout cas, excusez-moi, est très congestionné, mais pour l'instant, mais donc eux, ils ont choisi clairement, il y a quand même une grosse inflation immobilière, ils ont choisi au contraire de donner des services de loisirs à leurs habitants. Donc en gros, cette carte résident à Tel Aviv permet d'avoir des invitations au théâtre, d'avoir des invitations à des cours de yoga voilà, sur le rooftop de la mairie. Ils vous donnent des réductions pour des spectacles, ils organisent des goûters d'anniversaire pour les enfants, enfin voilà. Donc ils font comme ça quelque chose qui permet par ailleurs d'accueillir donc il y a quand même régulièrement des migrants, de nouveaux migrants qui arrivent en Israël. Et donc voilà, ils trouvent un moyen à la fois d'inclure la population, les convertir, les faire se sentir hébreux, enfin parler hébreu et se faire sentir israélien. Et en même temps, voilà, ils donnent une espèce voilà, de moyen d'oublier un petit peu la dureté de la société par ailleurs. Et puis en Estonie, pour le coup, là, ils ont vraiment, eux, choisi la stratégie qui consiste ils ont un État qui est 100% digital. Donc tous les services publics sont entièrement numérisés, tout se passe sur Internet.
On peut dire pour différentes raisons. C'est vrai qu'il fait froid, donc il fait souvent très froid, moins 6 mois par an. Donc les gens vont pas tellement sortir de chez eux pour aller faire un tour à la mairie pour faire les papiers. C'est un truc que les gens préfèrent faire depuis chez eux. Et puis sinon, l'autre réalité, c'est que dans les années 90, là, quand l'Union soviétique s'est effondrée, ils avaient vraiment plus du tout d'argent. Euh, ils n'avaient pas de quoi construire un service public qui payerait des agents publics physiques. Et donc, comme ils avaient un bon niveau d'éducation en informatique et en mathématiques, ils se sont dit, bon, ben, on va créer un service sur Internet, comme ça, ben, ça nous coûtera moins cher et tout le monde pourra y avoir accès depuis chez lui par son ordinateur. Donc voilà comment ils s'y sont dit. Voilà. mm, Donc en résultat, on a quand même trois sociétés très différentes et même trois stratégies de Smart City qui sont très différentes. mm. Et je pense que ça sera l'une de mes dernières questions. Oui. Est-ce que pour vous, les smart cities du futur doivent vraiment plus s'orienter sur le bien-être des citoyens plutôt que d'avoir, on va dire, des villes à la pointe de la technologie qui, au final, que les citoyens ne verront aucune utilité dans les différentes installations? Bon, alors, moi je vais vous dire, puisque j'ai là une posture, on va dire, de scientifique, quoi, un rôle de, voilà, donc j'ai pas vraiment d'opinion personnelle ou j'essaye de pas trop en avoir. Je considère que c'est pas à moi de juger qui doit faire quoi avec sa ville ou avec sa population ou ses voisins, etc. En revanche, il y a quelque chose d'intéressant. J'ai entendu hier une discussion qui n'est pas récente, mais donc une présentation de 2013 qui est intéressante. C'est c'est un politologue chinois qui avec beaucoup d'humour, met un petit peu à mal l'idéologie démocratique et explique que typiquement, ben, oui, ok, enfin, dans les démocraties, on pense qu'il n'y a pas mieux qu'être en démocratie parce qu'on est libre et qu'on peut du coup nous gouverner comme on veut nous gouverner, comme on a envie de, voilà, de le faire. En revanche, il compare quand même avec les chiffres de la Chine, où typiquement on n'est pas dans un système démocratique, on est dans un système d'un parti unique qui prend les décisions pour la population, donc très descendant. Et donc lui, typiquement, regarde les chiffres et nous montre que il y a beaucoup plus de satisfaction de la part du citoyen en Chine que dans la plupart des pays démocratiques et notamment en France. Il y a beaucoup plus d'espoir sur l'avenir dans ce régime-là plutôt que dans les nôtres démocratiques. Mais il y a beaucoup moins, enfin le combat de la pauvreté a de bien meilleurs chiffres là-bas que chez nous. Et donc typiquement, voilà, il met à mal les acquis sur la notion de démocratie versus des gouvernements plus autoritaires. Et en fait, je pense que pour répondre à votre question, je suis un grand défenseur de l'auto-organisation, du bottom-up. Tout ce que je fais depuis 10 ans, ça consiste à essayer d'outiller ou de créer des dynamiques pour que les personnes puissent s'organiser sans gouvernement, sans référent, voilà, un espèce de, comme ça, des petites communautés de gens qui arrivent à construire quelque chose à partir de vraiment du terrain et puis en profiter en je dirais en autonomie ou en autogestion. Voilà, j'ai beaucoup cru à tout ça et je continue à bosser sur ces trucs-là. Mais il faut être honnête aussi, les résultats sont pas probants pour l'instant. Je pense que c'est bon pour la pensée, c'est bon pour l'éducation. Mais effectivement, peut-être que des directives venues d'en haut, sans trop poser, sans trop demander leur avis aux gens, pourraient avoir de meilleurs résultats. Et donc, typiquement, voilà, je fais cette analogie par rapport à, ce que, à votre comparaison. Est-ce qu'on devrait plutôt construire des villes
pour les citoyens ou plutôt construire des villes pour la technologie? Honnêtement, je pense que la réponse se situe entre les deux. Et je crois qu'il y a des moments dans l'histoire où il est bon de vraiment laisser la gouvernance aux habitants et des moments où globalement il est bon aussi de savoir imposer, on va dire qu'un groupe d'experts puisse imposer des mesures qui soient nécessaires pour le futur de la population. Voilà. Donc je réponds pas vraiment, mais parce que j'ai pas vraiment de réponse. J'espère que je donne des éléments, voilà, je donne des éléments pour alimenter la réflexion, quoi. Voilà. Mm. D'accord. Bah, c'était toutes les questions que je voulais poser. Très bien. En tout cas, je vais suivre votre travail de près parce que moi, je suis originaire de la Guyane. Oui, Et à long terme, en fait, j'aimerais bien développer là d'où je viens parce que concrètement, la France ne sait pas. ouais, On n'est pas développé. ouais, Et j'aime beaucoup cette idée d'avoir des outils pour développer la ville à partir d'une initiative citoyenne. Donc, ouais, ouais. moi, je pense que la peut-être que je vais Mais contacter avec grand plaisir, c'est ce que j'allais dire. La porte, en tout cas l'ordinateur est toujours ouvert, vous pouvez me contacter comme ça, on peut discuter avec grand plaisir. Je connais très peu la Guyane et les dom-toms en fait, puisque je suis né en métropole. Mais oui, voilà, c'est des territoires, c'est des territoires de France qui sont loin et typiquement, bah, moi je suis tout à fait, bah, tant que je peux vous aider à faire des choses là-bas, ce sera avec grand plaisir. Voilà. d'accord. Ben, moi, c'est mon but à long terme. C'est-à-dire que j'essaye de me former un peu dans le digital parce que je pense que pour moi, c'est l'avenir, hein. Ouais, On c'est une fait bonne tout, stratégie. Ouais, on fait tout avec. Et je trouve qu'on tape beaucoup du poing sur la table, nous on sollicite le gouvernement, mais je pense qu'on a tous les outils à notre échelle pour en fait développer des choses. Bon, après, il faut les fonds, donc il faut travailler, il faut trouver les fonds. Mais je pense que voilà, si on met un savoir commun tous ensemble, et chacun sa spécificité, on peut faire des choses sans voilà, tout le temps ouais. taper du poing sur la table et attendre du gouvernement, parce qu'en fait on a des réalités tellement différentes. C'est ça Mais l'état on d'esprit. Je pense que vous avez vraiment le bon état d'esprit. C'est ça. Moi, je suis effectivement porté par la même idéologie et je pense que c'est tout à fait ça. On a de quoi le faire nous-mêmes. Il faut le faire nous-mêmes. Et derrière, effectivement, voilà, les plus gros peuvent venir en soutien. Mais c'est-à-dire que si on se contente simplement d'attendre voilà, ou de ne pas être satisfait, je pense que ça ne produira pas de résultat. Il faut réussir à décentraliser finalement certaines prises de décision, et ça ne peut se faire que qu'en le faisant, quoi, c'est-à-dire en s'organisant voilà, pour le faire. Parce qu'en fait, au final, on attend des gens qui sont politiques, donc eux, ils ne se souviennent pas de la réalité du terrain quelque part, Ouais, puisqu'ils n'ont pas cette formation. Donc, ouais, ouais, bien sûr. on va dire qu'ils sont des décisionnaires. Ils sont un peu plus sur le côté managériel. Ouais, Et moi, ça me tient à cœur, en fait, d'avoir les deux, parce que bah, j'ai fait toute ma vie en Guyane, et moi, je suis ici pour mes études, et je vois il y a un gap, il y a un ouais. trou énorme, il y a un choc culturel, c'est-à-dire que je suis française, mais il y a un choc, il y a vraiment un choc. Et j'aime beaucoup cette façon de penser du fait que j'ai vraiment aimé l'idée d'autogestion. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ce que je fais, je cherche après, je regarde de me dire mais quels sont les outils que je peux attraper pour pouvoir Ouais. apporter ma pluralité d'ici chez moi, parce que le but sur le long terme. Génial, c'est super. Bah, je vous félicite et je vous souhaite plein de courage et de Merci, en tout cas, force. merci de nous avoir accordé du temps. Ça marche. Avec plaisir. Passez une bonne journée. Merci à vous aussi. Au Au revoir. revoir.